Des policiers racistes rabaissent un homme noir au tribunal, jusqu'à ce qu'ils apprennent qu'il est leur nouveau patron. Le palais de justice résonnait du bruit des chaussures et du clic des appareils photo, un colisée moderne où les réputations étaient détruites sous les néons et le silence de marbre. Les journalistes se bousculaient dans le couloir, la voix basse mais pressante, alimentant les micros en information, tandis que les caméramans capturaient chaque image de l'homme franchissant les détecteurs de métaux. Demetrius Kane, grand et large d'épaules, dégageait un calme serein qui contrastait fortement avec le chaos qui l'entourait. Son costume bleu marine était impeccablement repassé mais discret, à l'image de l'homme qui le portait, un homme qui connaissait trop bien le fardeau d'être vu, scruté et mal jugé. Alors qu'il franchissait la double porte de la salle d'audience, les têtes se tournèrent, les yeux se plissèrent et des murmures parcoururent la galerie. Démétrius ne broncha pas. Son regard scruta la salle, se posant un instant sur la table de l'accusation avant de dériver vers le box des jurés. Sa mâchoire restait serrée, sa posture droite, comme si chaque vertèbre de son dos avait été forgée par défi. Il ne souriait pas. Il n'y avait aucune raison de sourire. Ni quand son nom avait fait la une des journaux, ni quand son dossier militaire était ignoré, ni quand son neveu de 18 ans, Jamal, portait encore des bleus que le système refusait de voir. Les portes du tribunal grincèrent derrière lui avec une finalité troublante, l'enfermant dans une salle où la justice était moins un objectif qu'une performance. Démétrius prit place à côté de Gerald Boone, son avocat. Boone n'avait pas l'air de grand-chose. Sa cravate légèrement de travers, une légère tache de café sur le poignet de sa chemise, mais son regard était perçant, animé d'une énergie implacable. Boone s'était fait un nom en défendant ceux que personne d'autre ne voulait toucher. Des hommes ensevelis sous de fausses accusations, des familles anéanties par l'injustice. Et bien que cette salle d'audience sentît le bois poli et les surfaces propres, Boone sentait la pourriture sous tout cela. Ses doigts tapotaient rythmiquement un dossier en papier kraft posé sur la table devant lui, l'un d'eux intitulé « Confidentiel, Opération Nuit Noire ». Il ne l'avait pas ouvert en public. Pas encore. Le timing comptait, la stratégie comptait, et le jeu qui se jouait ici était mortel. À la table de l'accusation étaient assis le sergent Russ Decker et l'agent Glenn Murchison, deux hommes aux coupes de cheveux presque identiques, aux expressions identiques et aux antécédents identiques de plaintes pour usage de la force qui, on ne sait comment, n'avaient jamais dépassé le stade de l'enquête interne. Ils étaient flânés dans leur siège tels des vedettes d'un feuilleton télévisé, adressant un sourire narquois à la galerie, chuchotant de temps en temps entre eux, comme si le procès n'était rien de plus qu'une simple formalité. Leurs uniformes, impeccablement repassés et ornés de rubans de service, étaient une image calculée. Ils n'avaient pas besoin de preuves. Ils avaient des insignes, et dans cette salle d'audience, cela suffisait souvent. Decker se pencha en arrière et laissa son regard dériver vers Démétrius, le fixant juste assez longtemps pour le provoquer. Murchison l'imita, un léger frémissement des lèvres trahissant son amusement. Ces hommes n'avaient pas peur. Ils avaient l'habitude d'entrer dans les salles d'audience en sachant que les chances étaient réunies pour eux. Et avec le juge Harold Cummings, président, un conservateur vieillissant connu pour son mépris envers les accusés qui manquaient de respect à l'autorité, leur confiance était fondée. Le juge Cummings entra peu après, flanqué de son greffier et d'un huissier. Il se déplaçait comme un homme qui avait porté la toge trop longtemps, lent, suffisant, avec l'air détaché de quelqu'un qui considérait la salle d'audience comme un lieu d'ordre plutôt que de vérité. Son marteau retentit avec un bruit sourd, et le silence se fit dans la salle. Le box des jurés était à gauche du banc du juge. 12 personnes allaient décider du sort de Démétrius. 7 blancs, 2 latinos, 2 asiatiques et un noir âgé qui semblait n'avoir pas prononcé une seule phrase complète depuis le début de la sélection du jury. Pas un seul regard ne croisa le regard de Démétrius avec reconnaissance. Ni sympathie, ni même curiosité, juste du détachement.
comme s'il était déjà réduit au nom inscrit sur le rôle. Le procès avait attiré l'attention des médias nationaux, mais pas parce que Démétrius était célèbre. Il n'avait pas de casier judiciaire, ni de scandale médiatique. Son passé était impeccable, voire même impeccable. Ancien officier du renseignement militaire, ayant effectué 2 missions en Afghanistan, il avait autrefois briefé des généraux sur des sujets classifiés au-delà des niveaux d'habilitation de la plupart des politiciens. Mais cette vie était désormais loin derrière lui. Il était rentré chez lui pour s'occuper de sa famille, pour reconstruire. Il avait trouvé un but dans la stabilité en élevant Jamal après le décès de sa sœur. Et maintenant, le voilà, jugé pour avoir tenté d'empêcher un passage à tabac. L'incident s'était déroulé dans la brume des néons du parking d'un restaurant nocturne où Jamal avait été plaqué contre le capot d'une voiture par Decker et Murchison lors de ce qu'ils avaient présenté comme une fouille de routine. Jamal n'avait rien fait d'autre que rire un peu trop fort, ce qui correspondait à un profil qui ne leur plaisait pas. Démétrius était arrivé quelques instants plus tard, appelé par l'appel affolé d'un passant. Il avait arraché la jambe de son neveu d'un seul bras, non pas avec rage mais avec urgence, en criant que Jamal n'était qu'un enfant et qu'il ne résistait pas. Cette phrase résonnait désormais, placardée sur les réseaux sociaux. « C'est un enfant. Il ne résiste pas. » Prononcée non pas avec fureur, mais avec la panique brute de quelqu'un qui avait vu trop de jeunes garçons noirs mourir sous le poids d'un pouvoir mal utilisé. Les caméras corporelles de cette nuit-là, les 2 agents les portaient, avaient mal fonctionné, selon leur rapport. Les images, corrompues de façon irrémédiable, ont laissé un vide que le bureau du procureur n'a pas tardé à combler avec sa version des faits. La seule vidéo existante provenait d'une vidéo tremblante prise par un passant de l'autre côté du parking. Cette vidéo était devenue virale, déclenchant l'indignation sur Internet. Mais quelques jours avant le procès, le bureau du procureur a déposé une requête pour la supprimer, invoquant des incohérences de montage. Elle était granuleuse, ont-ils soutenu, non concluante, peut-être modifiée. Le juge avait donné son accord. La vidéo ne serait pas diffusée au tribunal. Il ne restait plus que les déclarations des policiers, rédigées avec l'autorité fade d'hommes passés maîtres dans l'art d'édulcorer la violence. Selon eux, Démétrius les avait attaqués, poing levé. Ils avaient tenté de désamorcer la situation, prétendait-il, mais il était devenu agressif et peu coopératif. Murchison se plaignait d'une entorse au poignet. Decker pointait du doigt des côtes contusionnées, aucune blessure n'étant confirmée par les dossiers des urgences. Pourtant, les accusations tenaient, car la vérité avait été étouffée sous des couches de procédure. Le procureur Lionel Finch présidait l'accusation tel un chef d'orchestre, orchestrant chaque instant pour en maximiser l'impact politique. Impassible, mâchoire carrée et garde-robe conçue pour les heures de grande écoute, Finch traitait le procès comme un meeting de campagne. Son équipe avançait à un rythme synchronisé, chaque dossier étant placé avec précision, chaque objection étant minutée pour perturber l'élan de Boone. Finch se fichait de savoir si Démétrius était coupable. Il se souciait de la perception, d'être perçu comme un homme dur envers la criminalité, de satisfaire les donateurs, des gros titres qui le présentaient comme un combattant courageux contre l'anarchie. Pour Finch, Démétrius était la cible idéale. Un homme noir, accusé d'avoir agressé des policiers, quelles que soient les circonstances, pouvait être présenté comme le méchant de n'importe quel récit. C'était une stratégie qui fonctionnait depuis des décennies. Et avec le juge Cummings à ses côtés, cette stratégie avait du mordant. Mais Boone n'était pas là pour jouer la sécurité. Il avait passé les semaines précédant le procès enseveli sous la paperasse, les enregistrements de surveillance, les documents des affaires internes, et un dossier qui l'empêchait de dormir, l'opération Nightfall. Il était tombé dessus par hasard, au fin fond d'une cache d'archives numériques, laissée sans surveillance par un ancien officier mécontent. Ce qu'il y avait découvert n'était pas seulement accablant, c'était explosif. Une initiative de surveillance coordonnée, officieusement approuvée par les forces de l'ordre de haut rang, ciblant les militants de la communauté noire et les vétérans considérés comme des agitateurs à haut risque.
Le nom de Démétrius avait été signalé. Non pas pour un quelconque crime, mais pour avoir participé à une manifestation il y a 3 ans suite au meurtre d'un adolescent non armé par la police locale. Ce n'était pas illégal, mais l'incident avait été signalé, catégorisé et discrètement diffusé dans les services comme un virus. Les déclarations d'ouverture commencèrent. Finch se tenait debout, tel un homme répétant devant un public plus nombreux, la voix modulée, la posture parfaite. Il dépeignit Démétrius comme hostile, combatif, dangereux. Un homme qui avait entravé une arrestation légale et blessé 2 fonctionnaires. Il ne fit aucune mention de Jamal, ni des bleus sur les côtes du garçon, ni de la peur gravée sur son visage pendant la confrontation. Démétrius était un symbole, pas un homme, un symbole commode de la menace que Finch promettait d'éliminer. Boone écouta en silence, les mains jointes, les yeux fixés sur le visage de Finch. Il ne fit aucune objection. Pas encore. Qu'il parle, pensa Boone. Qu'il empile les mensonges, plus il s'élèverait, plus il tomberait. Alors que Finch regagnait son siège, confiant et souriant, Boone se leva enfin. La galerie se pencha. Les journalistes préparèrent leurs plumes, et Démétrius King, silencieux et immobile, fixait le vide, sachant que la guerre pour la vérité ne faisait que commencer. 2 semaines plus tôt, Gerald Boone terminait une soirée tardive à son cabinet d'avocat, parcourant des documents d'un œil fatigué, lorsque la sonnette de la réception le fit sursauter. Son assistant était déjà rentré chez lui. Il ouvrit la porte et ne trouva personne en vue. Juste un petit paquet banalisé posé soigneusement sur le paillasson, sans adresse de retour, sans timbre, juste son nom imprimé en lettres capitales. Prudemment, il le rapporta à l'intérieur, déballa le papier kraft et trouva une clé USB coincée à côté d'un épais rapport expurgé, estampillé des sceaux officiels, classifié, réservé aux yeux, bureau de commandement stratégique. Le cœur de Boone battait la chamade. Il brancha la clé sur son ordinateur portable sécurisé, s'attendant presque à un virus, mais ce qui s'ouvrit le glaça profondément. Des images infrarouges granuleuses défilèrent à l'écran. Un raid militaire nocturne dans ce que les coordonnées indiquaient comme l'Europe de l'Est. Des hommes se déplaçaient comme des ombres, leurs mouvements coordonnés, mortels. Mais au milieu du chaos, Boone remarqua quelque chose de profondément troublant. La police militaire américaine travaillait côte à côte avec des paramilitaires étrangers, et non seulement collaborait, mais orchestrait des opérations qui violaient à la fois le droit militaire américain et les normes de conduite internationales. Puis il aperçut un visage familier, Démétrius Kane, évoluant prudemment dans le champ, offrant une couverture. Boone se pencha, fronçant les sourcils. Dans le feu de l'action, Kane avait tiré un civil blessé à couvert. Quelques instants plus tard, une voix autoritaire lui ordonna de laisser le corps et de se replier. Démétrius refusa. Il resta en arrière, apportant son aide sous les tirs. La scène s'interrompit brusquement, remplacée par une note interne portant le sceau du bureau du commandement stratégique. Des lignes étaient noircies, des paragraphes entiers illisibles, mais une signature restait visible, comme si quelqu'un voulait qu'il la voie. Le colonel Russ Decker. Le même homme qui était maintenant assis, l'air suffisant, à la table de l'accusation, se faisant passer pour une victime. Boone expira lentement, réalisant peu à peu. Ce procès ne portait pas sur la prétendue mauvaise conduite de Démétrius. Il s'agissait d'effacer un homme qui avait autrefois refusé la corruption en uniforme. De retour au présent, Boone se tenait dans la salle d'audience face à l'impossible. Chaque requête déposée, chaque objection soulevée était rejetée avec véhémence. Le juge Cummings le laissait à peine finir une phrase avant de rejeter ses demandes. Lorsque Boone tenta d'introduire les documents classifiés comme preuve, il eut à peine dépassé la page de titre que Cummings l'interrompit, les déclarant irrecevables. La salle d'audience était une véritable cocotte-minute. Chaque déni resserrait l'étau, chaque objection du procureur Finch était ponctuée d'une confiance suffisante et retenue sans hésitation. Boone observait le jury,
notant le malaise grandissant dans leurs yeux. Ils sentaient que quelque chose clochait, mais la salle d'audience était devenue une scène de manipulation, et le juge Cummings tenait le texte. À l'extérieur du tribunal, la guerre contre Boone s'intensifia. Son bureau fut perquisitionné par des hommes se faisant passer pour des agents du fisc. Ils portaient des costumes, parlaient d'un ton saccadé et fouillaient tout, des dossiers au tiroir jusqu'au mini-frigo, sans présenter de mandat ni laisser de reçu. Lorsque son assistante les interrogea, ils l'ignorèrent. Après leur départ, Boone constata la disparition de la clé USB. Seule sa copie imprimée du rapport expurgé subsistait, légèrement pliée mais intacte. Ce soir-là, il rentra chez lui en silence, les yeux rivés sur son rétroviseur. Il n'était pas paranoïaque, il savait ce qu'était l'intimidation. Le journaliste qui avait initialement accepté de publier l'article l'avait ignoré. Lorsque Boone le joignit enfin au téléphone, l'homme semblait bouleversé. Il raconta avoir reçu la visite d'hommes en costume noir et s'être vu remettre une offre irrésistible. Boone comprit. Il scellait toutes les fissures, fermait toutes les portes. Plus il s'enfonçait, plus la corruption se révélait, non seulement dans la chaîne de commandement militaire, mais aussi dans le système judiciaire pourtant censé être impartial. Chaque fil qu'il tirait en ramenait un autre. Son instinct lui criait que ce procès était une mise en scène pour enterrer un homme qui avait osé révéler ce que d'autres avaient choisi d'ignorer. Dès la 2e semaine du procès, Boone comprit qu'il devait changer de tactique. Il demanda à Démétrius de témoigner. Dès que Ken s'approcha du box des témoins, l'atmosphère changea. Un silence gêné s'installa dans la salle d'audience, les jurés se redressant, les spectateurs retenant leur souffle. Boone le vit à la façon dont Decker évitait le regard de Kane et à la façon dont l'officier Murchison croisait les bras un peu plus fort, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait contrôler. La posture de Kane était ferme, les épaules carrées, l'expression indéchiffrable, non pas celle d'un homme brisé, mais celle de quelqu'un qui avait été contraint de survivre à bien plus qu'une simple injustice. Boone s'approcha avec précaution, chaque question étant calibrée pour dévoiler la vérité sans susciter une nouvelle objection de la part de Finch. Lorsqu'il demanda si Démétrius reconnaissait les hommes figurant sur la liste des témoins de l'accusation, Kane répondit lentement et clairement. Il reconnut Decker en premier, non pas avec amertume, mais par souvenir. « J'ai servi sous les ordres du sergent Decker pendant l'opération Nightfall en 2017, » dit Kane d'une voix basse mais ferme. « J'ai signalé sa mauvaise conduite après la mission. 1 mois plus tard, j'ai été démis de mes fonctions sous des accusations fabriquées de toutes pièces. » Des halètements résonnèrent dans la salle d'audience comme le tonnerre. Le juge Cummings frappa aussitôt de son marteau, rayant le commentaire du procès-verbal, les yeux plissés par une irritation à peine voilée. Mais le mal était fait. Les jurés l'avaient entendu. Et aucun marteau ne pouvait effacer une vérité dite à voix haute. Boone remarqua que la presse s'agitait sur ses sièges, que ses stylos griffonnaient. Même Finch semblait ébranlé. Pourtant, Boone savait que ce n'était pas suffisant. Il lui fallait plus qu'une simple insinuation. Le système qu'il combattait ne cédait pas à la suggestion. Il exigeait une perturbation irréfutable. L'occasion se présenta plus tôt que prévu. Plus tard dans la journée, lors du contre-interrogatoire, le procureur Finch se tourna vers la stratégie, utilisant Decker comme scalpel. L'homme refit entendre sa déposition, mais cette fois avec venin. Decker se moqua du bilan de Kane, dénigrant son service. « Vous n'étiez qu'un simple soldat, » dit-il en agitant la main avec dédain. « Vous ne compreniez pas la structure du commandement. Vous pensez que tenir tête à une véritable autorité fait de vous une sorte de héros ?» Boone observa Démétrius attentivement. Il s'attendait à de la colère, peut-être au silence. Mais Kane se pencha en avant, le regard fixe, la voix égale. « Voilà des propos intéressants, sergent, » dit-il d'un ton presque clinique. « Surtout depuis 2 mois, j'ai été nommé directeur de la surveillance tactique fédérale. » La salle d'audience se figea. Le silence pesa lourd.
Finch cligna des yeux, visiblement désemparé. Un journaliste au fond faillit laisser tomber son bloc-notes. Un juré jeta un coup d'œil à un autre, les sourcils levés. Boone ressentit le changement comme si la gravité elle-même avait changé de direction. Il se leva lentement, la voix claire et mesurée. « Que le procès-verbal indique, votre honneur, que mon client est actuellement plus haut placé que les 2 témoins en termes d'habilitation fédérale et d'autorité de commandement. » Le visage de Murchison se vida de ses couleurs. Decker ouvrit la bouche pour protester, pour nier, mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres remuèrent sans bruit, comme un homme qui venait de réaliser que la pièce qu'il avait dirigée ne lui appartenait plus. Le juge Cummings frappa son marteau si fort que le bois résonna sur les murs de marbre, appelant à l'ordre. Mais la vérité avait éclaté. La salle d'audience ne se contentait plus d'écouter, elle se souvenait. Dehors, les caméras attendaient. La presse n'avait pas besoin de temps pour raconter l'histoire. Elle s'était déjà écrite d'elle-même. Un homme autrefois écarté, déchu de son rang, considéré comme une menace, se dressait désormais au-dessus de ceux qui avaient tenté de l'enterrer. Boone voyait le chemin se dessiner devant lui, rude, dangereux, mais réel. Il ne doutait pas que la réaction serait rapide, que des représailles suivraient. Mais pour la première fois depuis le début du procès, il entrevoyait aussi une possibilité. La façade s'était fissurée, et ceux de l'autre côté de la vitre observaient. La révélation de la véritable identité de Demetrius Kane frappa la salle d'audience comme un éclair, de ceux qui ne s'éteignent pas brusquement, mais qui se consument ensuite, brûlant l'air et embrasant tout ce qu'ils touchent. L'espace d'un instant, il sembla que la justice allait enfin percer le voile. La galerie se tut, bouche bée. Les plumes s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, et l'accusation, visiblement sous le choc. L'homme qu'ils avaient passé des jours à vilipender comme un dangereux voyou était en réalité le chef en exercice du commandement des opérations spéciales de la marine, un poste si secret et puissant que même de nombreux membres de la structure militaire n'en parlaient que dans les airs. Son dossier n'était pas seulement impeccable, il était exemplaire, décoré sur des théâtres de guerre dont la plupart des Américains ignoraient l'existence. Un stratège derrière des missions si profondément enfouies dans les dossiers de sécurité nationale qu'elles auraient pu être des mythes. Mais au lieu de se réajuster, le système a riposté. Cette nuit-là, alors que les lumières de la ville scintillaient sur la façade du palais de justice fédérale, un SUV noir garait son moteur au ralenti près d'une entrée latérale. Une enveloppe scellée, banalisée et remise en main propre parvint au cabinet du juge Cummings. À l'intérieur se trouvait une note classifiée, estampillée « Urgence » et truffée de termes bureaucratiques destinés à obscurcir plutôt qu'à éclairer. À minuit, le ministère de la Justice déposa une requête officielle visant à disqualifier Demetrius Kane, invoquant un conflit d'intérêts et un risque pour la sécurité nationale. Aucun détail ne fut fourni, aucune audience ne fut accordée. L'implication était suffisante. La présence continue de Démétrius menaçait des intérêts puissants qui commençaient déjà à ressentir les contre-coups des vérités longtemps enfouies de l'opération Nuit Noire. Parmi eux se trouvait le député Walter Byrd, membre influent de la commission du renseignement de la Chambre des représentants et bénéficiaire de longue date des largesses militaro-industrielles. Byrd ne perdit pas de temps à rédiger une déclaration publique condamnant ce qu'il qualifia de militarisation des services classifiés pour manipuler les procédures judiciaires. C'était un texte impeccable et juste, largement cité au journal télévisé du soir. Mais Boone a percé à jour sa performance. Byrd ne se contentait pas de protéger le gouvernement. Il en était l'un des architectes. Des années auparavant, il avait approuvé le financement d'opérations secrètes qui allaient plus tard donner naissance à Nightfall. Son nom, ainsi que plusieurs autres, figuraient dans des rapports expurgés que Démétrius tenait autrefois entre ses mains, rapports désormais conservés dans un coffre-fort, connu seulement de quelques privilégiés. Boone a compris la stratégie. Discréditer la source, obscurcir les faits, accélérer le procès avant que la narration ne dérape. Mais cette fois, il ne se défendait pas.
Il s'est tourné vers le seul homme susceptible d'avoir un poids équivalent dans la mémoire publique et institutionnelle, Terence T. Mac McClellan. T. Mac avait été une légende, un savant tactique connu pour ses miracles sur le terrain. Puis, il a disparu, brûlé, au sens propre comme au sens figuré, par les conséquences d'une mission jugée trop sensible pour être supervisée. Boone l'a trouvé dans un centre pour vétérans du Colorado, caché derrière des cicatrices et le silence. Lorsque T-Mac entra dans la salle d'audience 2 jours plus tard, toutes les têtes se tournèrent. Sa démarche était inégale, aidée par une canne usée par les intempéries, sa joue droite n'étant qu'une étendue de peau fondue qui refusait de cicatriser. Mais son regard était vif, concentré. Il ne jeta aucun regard au jury ni au juge. Il regarda directement Decker, le procureur fédéral en chef qui avait bâti son dossier sur l'omission et les préjugés. Et, avec le poids de chaque mission enterrée et de chaque soldat trahi derrière ses paroles, il le dénonça. « Cet homme nous a laissés derrière. Démétrius nous a sauvé la vie et en a payé le prix. Vous voulez la vérité? Vous la trouverez dans les tombes des hommes que nous avons perdus et dans les dossiers qu'ils ont enterrés. » L'effet fut sismique. La salle d'audience, déjà au bord de l'incrédulité, commença à basculer. Les médias avaient recommencé par des titres teintés de partialité. Un officier de haut rang devient violent. Un cil rebelle est traduit en justice. Mais maintenant, il changeait de cap. Des mots comme lanceur d'alerte et dissimulation se sont glissés dans le récit. Les présentateurs des journaux télévisés ont ajusté leur ton. Des éditoriaux ont surgi, défendant Démétrius comme un patriote lésé par le système même qu'il avait servi. En ligne, des vétérans ont commencé à s'exprimer. Les hashtags ont changé. La tendance avait tourné, même légèrement, et Boone a vu son ouverture. Pourtant, le juge Cummings a persisté. Ses décisions sont devenues de plus en plus désespérées. Il a émis une ordonnance de non-divulgation radicale contre Boone, lui interdisant de parler aux médias ou de divulguer tout autre document. Il a rejeté la demande de Boone de diffuser des images de surveillance récemment obtenues, des images qui auraient pu disculper Démétrius d'emblée, et a décidé qu'aucun autre témoin ne serait entendu. Le rythme du procès a changé, s'accélérant de manière anormale. Le juge a annoncé que les plaidoiries finales seraient fixées dans les 48 heures. C'était un acte de force judiciaire brutal, mais Boone, toujours méthodique, avait déjà anticipé le coup. Il ne cherchait pas seulement à sauver son client, il documentait chaque faux pas, chaque décision partiale, chaque écart au protocole, et maintenant, il déployait sa contre-attaque finale, une requête officielle pour faute judiciaire déposée juste avant minuit, appuyée par 12 décisions documentées au cours des 6 dernières années, toutes démontrant une tendance constante à la partialité contre les accusés noirs dans la salle d'audience du juge Cummings. La requête était exhaustive, précise, citant transcription après transcription, incluant même des comparaisons statistiques entre les disparités de peine. Boone savait que cela ne changerait pas tout, mais cela aurait un effet crucial. Le blocage. Le tribunal, tenu par la procédure, n'eut d'autre choix que de marquer une pause. La requête déclencha un examen interne. Pendant la nuit, des camions de presse stationnèrent devant le palais de justice. Les commentateurs débattirent de l'éthique judiciaire. Les organisations de défense des droits civiques intervinrent. Cummings, autrefois intouchable, voyait désormais son nom murmuré dans les couloirs et résonner sur les chaînes d'information. Ses mains, autrefois fermement ancrées sur le marteau, tremblaient légèrement. À l'intérieur du palais de justice, la tension monta. Boone le ressentait à chaque regard dans le couloir, à chaque conversation feutrée entre employés. Démétrius gardait le visage impassible, calme comme toujours, mais Boone remarquait une fatigue sourde dans son regard. Le poids des années passées dans le silence, de la loyauté bafouée et de la vérité étouffée le rattrapait. Pourtant, il restait déterminé. Son silence n'était plus de la soumission, mais de la discipline. Un soldat attendant le signal. Les conversations en coulisses se multipliaient. Boone apprit par ses alliés juridiques que la pression montait au ministère de la Justice.
Certains initiés étaient furieux que l'affaire ait pris une telle ampleur. D'autres craignaient que si l'opération Nightfall était pleinement révélée, des carrières, et peut-être des vies, ne s'effondrent. Plus inquiétant encore, Boone apprit qu'une tentative discrète était en cours pour reclasser rétroactivement d'anciens documents Nightfall comme top secret. Une tentative de limitation des dégâts déguisée en sécurité nationale. Malgré tout, Boone a persévéré. Le procès étant au point mort, il a approfondi ses recherches. Il a contacté les familles des agentes de Nightfall, tuées sans enquête approfondie, des histoires d'enterrements précipités, de changements de mission de dernière minute, de corps disparus ont émergé. Dans les coulisses de l'histoire militaire, Nightfall était en train d'être réécrit, mais Boone était déterminé à raconter l'histoire originale, celle écrite avec le sang des oubliés. Du côté de l'opinion publique, le pendule a continué de osciller. Les sondages ont commencé à montrer qu'un nombre croissant d'Américains pensaient que Demetrius Kane était pris pour cible et non jugé. Les appels à une enquête indépendante ont résonné dans les réseaux de défense des droits civiques. Des manifestants se sont rassemblés devant le palais de justice, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Honorer la vérité, pas la dissimulation ». À l'intérieur, Boone a continué de rassembler un corpus croissant de preuves, communications classifiées, notes interagences et témoignages d'anciens agents qui n'avaient plus rien à perdre. Le juge Cummings a tenté de garder le contrôle, déposant des requêtes plus vite que Boone ne pouvait réagir. Mais le poids de la surveillance commença à l'étouffer. Il annula une interview prévue avec une chaîne d'information locale, invoquant des problèmes de santé. Son assistant judiciaire demanda un congé sans solde. Les murs se refermèrent et, pour la première fois, Boone ne vit pas de l'arrogance dans le regard du juge, mais de la peur. Alors que le tribunal se préparait à ce qui devait être sa phase finale, la dynamique avait changé. Ce qui avait commencé comme une poursuite calculée contre un homme noir violent s'était transformé en une prise de conscience nationale du pouvoir, de la vérité et des limites que les institutions sont prêtes à franchir pour protéger les leurs. Le prix à payer fut lourd. Demetrius avait sacrifié son silence, Boone avait coupé les ponts dans les cercles juridiques, et d'innombrables vies avaient été marquées par le feu croisé de l'ambition et de la trahison. Mais maintenant, avec le juge Cummings en examen officiel et le procès suspendu, une lueur d'espoir perça la barricade. Ce n'était pas une justification, pas encore, mais c'était suffisant pour croire que la vérité palpitait encore, suffisant pour continuer à se battre. Le dernier jour, la salle d'audience ressemblait à une zone de guerre. Une tension intense flottait dans l'air, presque suffocante. Les mesures de sécurité avaient doublé pendant la nuit. Des agents de sécurité postés à chaque entrée, des chiens renifleurs de bombes sillonnant les bancs, des détecteurs de métaux bourdonnant sans interruption. Des policiers armés étaient alignés le long des murs, scrutant la foule avec un détachement clinique. Dehors, les marches du palais de justice étaient un champ de bataille à part entière. Les manifestants envahissèrent les trottoirs, leurs chants s'élevant par vagues, certains réclamant justice, d'autres dénonçant la corruption et quelques-uns appelant au sang. Des quarts de reportage formaient un cercle autour du périmètre, les journalistes se battant pour des images, des extraits sonores, un brin de clarté dans une affaire qui avait braqué les projecteurs sur la conscience nationale. Des pancartes flottaient dans le vent froid, certaines portant le nom de Demetrius Kane en signe de solidarité, d'autres le représentant comme un traître en uniforme. Ce n'était plus seulement un procès, c'était un jugement. À l'intérieur, Boone se tenait droit, impassible, calme, malgré les messages haineux qui encombraient quotidiennement sa boîte mail, malgré les menaces de mort griffonnées sur son pare-brise, malgré les avertissements à peine voilés de ses collègues qui lui conseillaient de partir. Son costume était impeccable, mais son visage portait le poids d'un homme qui avait vieilli de 10 ans ces dernières semaines. Le sommeil lui était devenu étranger, tout comme la sécurité, mais Boone refusait de laisser la peur dicter ses pas.
Il avait choisi ce combat et il le mènerait jusqu'au bout. Alors qu'il se levait pour prononcer sa plaidoirie finale, un silence pesant s'abattit sur la salle. Il ne parlait pas comme un avocat lançant un dernier appel désespéré pour convaincre le jury. Il parlait comme un homme qui fixe du regard un système qui a depuis longtemps oublié ce que signifie la justice. Chaque mot fendit l'air comme une lame. Le juge Cummings, autrefois intouchable et président de l'affaire, annonça sa retraite. La déclaration officielle évoquait des problèmes de santé et le désir de passer du temps avec sa famille, mais le moment n'était pas fortuit. Une enquête déontologique judiciaire avait été ouverte, discrètement d'abord, puis, avec un bruit croissant, alors que des notes de service fuitées révélèrent ses conflits d'intérêts de longue date avec le ministère de la Défense. Les rumeurs firent les gros titres. La pression monta. Il avait vu venir le moment et avait démissionné avant que la chute ne devienne trop publique. Le député Baird n'eut pas le même privilège. Quelques jours après la fin du procès, un lanceur d'alerte publia des documents le liant directement à l'opération Nightfall, le programme militaire secret longtemps soupçonné de violation des droits humains et d'abus en matière de surveillance intérieure. La voix de Baird avait été l'une des plus fortes pour réclamer des poursuites contre Démétrius, le qualifiant de menace pour la sécurité nationale. Il s'avéra alors qu'il avait signé des missions qui feraient reculer la plupart des Américains. Sa démission fut rapide, mais non discrète. Des manifestants ont défilé devant son bureau, brandissant des copies imprimées des dossiers divulgués. Des journalistes ont campé devant son domicile. Son héritage, autrefois bâti sur une façade de patriotisme, s'est effondré sous le poids de mensonges révélés. Le ministère de la Justice, confronté à une immense réaction négative, a retiré sa requête visant à porter de nouvelles accusations. La conférence de presse a été laconique. Aucune question n'a été posée. Aucune excuse n'a été présentée. Juste une simple feuille de papier lue à voix haute et classée. Boone n'a pas été surpris. La machine n'a jamais admis sa faute. Elle a simplement changé de direction lorsqu'elle ne pouvait plus avancer comme un bulldozer. Le colonel Decker, l'homme dont le témoignage avait presque scellé le sort de Démétrius, s'est retrouvé sous enquête interne. L'armée a nié tout commentaire, mais Boone en avait suffisamment entendu de ses propres sources. Le nom de Decker apparaissait dans des courriels dont il jurait l'inexistence. Sa signature ornait les documents autorisant la suppression des images de caméras corporelles. Son casier judiciaire, autrefois impeccable, était désormais entaché de sous-entendus. Et Démétrius Cain, l'homme autrefois réduit à un numéro de dossier et à une photo d'identité judiciaire, se retrouvait désormais derrière un nouveau bureau. Un bureau modeste, mais de haut niveau, niché au sein du tout nouveau bureau fédéral de surveillance tactique. Le titre lui importait peu. Le bureau lui importait à peine. Ce qui comptait, c'étaient les documents étalés devant lui, des ébauches de nouveaux protocoles, des audits internes, des propositions de protection contre les abus qui avaient failli détruire sa vie. Il ne voulait pas d'interview. Il refusait les contrats de publication et les reportages médiatiques. Il ignorait les appels des chaînes offrant des exclusivités en prime time. La célébrité n'était pas son objectif, la vengeance non plus. Ce qu'il voulait, c'était quelque chose de bien plus difficile à obtenir. Un changement durable au-delà des gros titres. Une réforme qui ne se limite pas au papier, mais qui se concrétise. Il y avait des jours où il restait assis seul dans ce bureau, bien après que le bâtiment se soit vidé, à contempler des photos épinglées sur un tableau en liège. Les visages d'hommes et de femmes qui n'avaient pas eu sa chance. Des affaires classées sans suite. Lanceurs d'alerte réduits au silence. Non oubliés. Chacun rappelait pourquoi il avait accepté ce poste, pourquoi il ne pouvait pas s'en aller. Parfois, le passé revenait par vagues. La cellule où il avait été enfermé. Le moment où il avait appris que les images avaient été modifiées. Le silence des anciens commandants qu'il appelait autrefois un frère. Mais alors, il examinait les dossiers devant lui. Révision des procédures de traitement des preuves, canaux de signalement anonymes, commission de surveillance conçue pour agir rapidement et en toute indépendance. Et il retrouvait le cap.
La vérité avait failli être enterrée. Mais maintenant, il tenait la pelle. Et pour la première fois, Demetrius Kane avait le pouvoir de s'assurer qu'elle ne serait plus jamais étouffée.